Très bien. Alors donc, bienvenue dans cette réunion de présentation du DJCE de Bordeaux que j'ai le plaisir d'animer avec Philippe Oudenot, puisque nous sommes tous les deux co-directeurs du DJCE de Bordeaux. Alors, cette réunion va s'articuler autour de 4 points principaux, sachant que vous pouvez bien sûr poser des questions via l'espace de discussion et nous y répondrons très volontiers. On va commencer par une présentation un peu générale du DJCE en présentant le Master 1 puis la deuxième année de Master 2. Philippe Oudenot vous présentera ensuite ce qui fait vraiment la spécialité de ce M2, la particularité de ce M2, son côté notamment professionnalisant. Nous envisagerons ensuite la sélection, puisqu'en DGCE, il y a une sélection un peu particulière qui articule une sélection locale et nationale. Et puis ensuite, Philippe Oudenot nous fera un petit point sur les débouchés et bien sûr, nous répondrons au fil de l'eau à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors, pour présenter le DGCE de Bordeaux, peut-être trois caractéristiques principales. D'abord, le DJCE, c'est un réseau, puisqu'il y a 11 DJCE en France, et Bordeaux fait partie des 11 universités qui accueillent un DJCE. Et ce réseau DJCE, le DJCE, c'est une marque. C'est l'un des diplômes les plus connus en droit des affaires qui a été créé à Montpellier. Il y a beaucoup d'anciens du DJCE, donc c'est vraiment un vrai réseau et ça offre évidemment énormément d'avantages en termes notamment d'insertion professionnelle. Ensuite, seconde caractéristique de ce parcours, il s'agit d'un diplôme généraliste en droit des affaires. DJCE, diplôme de juriste conseil d'entreprise. Autrement dit, si vous ne voulez faire que de la fiscalité, ou que du droit des sociétés, ou que du droit des contrats, ou que du droit du financement, ne venez pas chez nous. En revanche, si vous voulez non pas avoir un aperçu de chacune de ces matières, mais être spécialiste de chacune de ces matières, eh bien, c'est ce que le DJCE vous apportera. Parce que même si c'est généraliste, le niveau que vous aurez en sortant du DJCE sera très élevé en fiscalité, en droit des sociétés, en droit du contrat, en droit travail, en droit des affaires et de l'entreprise. C'est la seconde caractéristique. Et la troisième, c'est que c'est un peu une école dans l'école. Euh, c'est un voilà, il y a ce côté un petit peu filière d'excellence, avec un côté extrêmement professionnalisant dont on parlera tout à l'heure. Alors, pour vous présenter rapidement l'architecture de ce parcours, en fait, où on a 2 années, l'année de Master 1 et l'année de Master 2. Alors, l'année de Master 1 est assez classique puisque à l'Université de Bordeaux, nous avons fait, c'était un vrai choix stratégique, nous avons souhaité garder une première année qui soit généraliste, parce que la conviction de tous les responsables de M2, c'était que pour être un bon spécialiste, il faut avoir une bonne culture en droit des affaires. Et ça passe par un certain nombre de matières qui sont finalement communes, quelle que soit ensuite la spécialisation que l'on va choisir en Master 2. Et au niveau des Master 1 en droit des affaires à Bordeaux, la différence se joue juste sur les matières ATD ou les matières d'option. Mais il y a donc c'est une année assez classique en amphi, où vous avez en TD obligatoire donc la fiscalité aux 2 semestres, et puis le droit des sociétés approfondi droit spécial des sociétés au premier semestre en TD et au second semestre le cours de droit des entreprises en difficulté. Puis vous avez ensuite toute une série d'enseignements, comptabilité, droit de la distribution, droit pénal des affaires, soit obligatoire, soit en option, mais qui pour nous constitue le socle vraiment de base. Ça ne signifie pas qu'en Master 1, vous ne ferez que des choses en amphi ou en TD, puisqu'on essaie de vous apporter toute une série d'autres compétences dès le Master 1 en organisant des rencontres avec des professionnels, des séminaires pratiques, des conférences. Donc il y aura quand même des choses qui vont venir. Vous pourrez participer à la campagne impôt sur le revenu pour conseiller les contribuables. Donc dès le Master 1, il y aura quand même toute une série de choses qui vont venir faire que cette quatrième année ne sera pas tout à fait comme la troisième année. Mais la particularité, c'est surtout sur la deuxième année de master. D'abord parce que Philippe vous le réexpliquera mieux, mais en deuxième année, vous aurez trois choses. Il y a d'abord le master 2, droit des affaires et fiscalité.
Il y a ensuite le DU, c'est-à-dire un diplôme d'université DJCE. Et dans ce diplôme, et puis ensuite, pardon, des certificats qui se passent à Montpellier au mois de juin. Donc, vous avez finalement une triple diplomation, une triple certification. Le master 2, ce sont des cours en droit des affaires. Donc, vous avez des cours de fiscalité, vous avez des cours de droit des sociétés, vous avez des cours de droit des contrats, vous avez des cours de gestion financière, vous avez des cours de comptabilité, parce qu'à Bordeaux, tant Philippe que moi-même, nous sommes convaincus que pour être un bon spécialiste en droit des affaires, il faut être un petit peu armé en comptabilité et gestion financière, quel que soit le métier que vous ferez après. Et donc, en général, quand on sort de chez nous, ben voilà, on n'est pas trop mal sur ces matières qui sont extrêmement importantes. Et voilà donc pour les cours du Master 2. S'agissant du diplôme d'université, donc le diplôme de DJCE. Il s'organise autour de quatre spécialités, quatre compétences que vous devez tous, là il n'y a pas de choix à faire, tout le monde aura donc, devra passer donc des épreuves pour vérifier, certifier donc toutes ces compétences, en fiscalité approfondie des entreprises, ingénierie sociétaire, droit des sociétés, corporate, technique contractuelle, droit social, droit du financement et des garanties. Et ensuite, comme pour tous les DJCE de France, vous allez un mois à Montpellier au cours du mois de juin où vous suivez des cours, mais là, vous choisissez un certificat. Philippe vous en reparlera. Vous choisissez un certificat. Vous ne suivez que les cours de ce certificat et vous ne passez que le grand oral de ce certificat. Voilà donc de façon assez rapide la présentation donc du Master 1 et du Master 2. Cela étant, le Master 2 présente des particularités que Philippe va nous exposer et qui tiennent au côté extrêmement professionnalisant de ce parcours. Philippe, je te laisse la parole et surtout n'hésitez pas à poser des questions sur tout ce qui vient d'être dit ou même sur la suite. Utilisez le chat. Cher Philippe. Bon, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais essayer de détailler un petit peu plus ce qu'a dit Florence avec un préliminaire ou un liminaire. C'est que Florence a indiqué qu'il s'agit d'un diplôme généraliste avec un certain nombre de matières obligatoires parce que nous sommes convaincus que si un jour vous voulez devenir un fiscaliste, eh bien, il faut connaître le droit des contrats et les bases du droit du travail et idem en droit des sociétés. Et inversement. Et inversement. Donc voilà la raison pour laquelle ça s'enchaîne et ce n'est qu'à la fin de l'année universitaire qu'on vous propose de vous spécialiser en allant passer un mois à Montpellier. Donc peut-être pour commencer par la fin, donc par le mois à Montpellier, pour le coup, en fait, vous partez à Montpellier fin mai et pendant un mois, donc 30 jours, vous allez avoir cours tous les jours, matin, après-midi, avec des spécialistes dans le domaine que vous aurez choisi. Alors, quel domaine vous pouvez choisir? Eh bien, vous allez pouvoir choisir corporate, enfin droit des sociétés, ou alors arbitrage, droit du commerce international, ou alors droit des relations de travail, ou alors fiscal, et j'en oublie peut-être. Mais voilà, globalement, et même propriété intellectuelle. Voilà le choix que vous devrez effectuer. Pendant un mois, vous allez avoir un certain nombre d'intervenants, essentiellement des professionnels, sur des thèmes que vous aurez déjà un petit peu abordés pendant l'année à Bordeaux, mais qui là seront véritablement de la spécialisation. Donc ça devient très technique. Et à la fin de ce mois, eh bien, vous allez passer une épreuve devant un jury de deux ou trois personnes. En tout état de cause, dans chaque jury, il y a au minimum un professionnel, donc généralement un avocat. L'épreuve, c'est un cas pratique. Un cas pratique, comme dans la vraie vie. Vous aurez le droit au code, au mémento, etc. Vous aurez de la doc. Vous aurez 1 heure pour réfléchir. Et au bout d'une heure, pendant 20 minutes, eh bien, vous allez devoir exposer vos éléments de solution. Et évidemment, on va vous challenger. Et si vous obtenez plus de 12 de moyenne, il faut 12 de moyenne, eh bien, vous aurez le certificat de spécialité. Le certificat de spécialité, ça c'est important, essentiellement parce que les professionnels le connaissent.
depuis longue date. Et puis, à titre accessoire, pour ceux qui aiment les notes, c'est pris en compte quand même dans votre cursus pour le diplôme d'université. Donc voilà. Alors, sur l'année de Master 2, Florence disait, c'est un caractère très professionnalisant. Pourquoi? Eh bien, parce que vous allez avoir deux parties dans cette année. Vous aurez une partie strictement universitaire, en cours ici à la fac, et puis une partie en apprentissage. En apprentissage, donc, ça se déroulera soit dans un cabinet d'avocat, soit dans une grande entreprise où il y a un service juridique et fiscal, soit encore chez un notaire ou alors dans l'administration fiscale. Enfin, après, il y a moult possibilités. Euh, ce point en apprentissage est fondamental parce que les entreprises apprécient beaucoup un étudiant qui a déjà pu être confronté en vrai à la vie de l'entreprise ou du cabinet. Et quand je dis en vrai, pourquoi? Parce que là, l'apprentissage, c'est une première période de 3 mois en décembre, janvier et février de chaque année, d'accord? Et là, il n'y a plus de cours, vous n'êtes plus à la fac, hein, vous êtes exclusivement et à longueur de semaine dans le cabinet ou dans l'entreprise ou dans l'administration. Et puis, ensuite, et à partir du mois de juillet, donc après Montpellier, vous repartez toujours dans la même entreprise ou le même cabinet pour refaire minimum 3 mois, donc juillet, août, septembre, mais éventuellement jusqu'au mois de décembre. Donc là, c'est plus 3 mois, c'est 6. Et là, vous allez effectivement être beaucoup plus solide sur vos bases, puisque vous aurez déjà passé 3 mois dans le cabinet d'entreprise, et là, vous revenez pour une nouvelle période de 3 mois, voire de 6 mois. Et donc, ce ne sont pas là où on attend véritablement sur cette seconde période, enfin les employeurs attendent de votre part que vous commenciez à être efficace, puisque de toute façon, vous aurez fini le cursus universitaire, stricto sensu. Alors, ça, c'est le premier point. Et le second point, sur le cursus universitaire à la fac, donc qui commence tout début septembre jusqu'à fin novembre, et puis après qui va reprendre tout début mars, enfin jusqu'à la fin mai, avant d'aller à Montpellier. Ça se caractérise par plusieurs choses. Premier point, c'est que le rythme est très intensif. Et ça, je crois qu'il faut le dire, parce que les emplois du temps sont très remplis. Et donc, il n'y aura pas de temps mort. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que euh, vous allez avoir énormément d'interventions de professionnels. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que les professionnels, ils viennent généralement avec des cas qu'ils ont rencontrés dans leur vie active. Et donc, vous allez devoir résoudre des cas. Vous allez devoir résoudre des cas et donc, on va vous distribuer des cas à l'avance, une quinzaine de jours avant, et vous allez devoir les résoudre. Et pour comment bien résoudre ces cas, en tout cas proposer vos éléments de solution, et puis lors de l'intervention du professionnel, généralement soit la matinée, soit la journée, eh bien, il faudra effectivement expliquer pourquoi vous avez choisi telle ou telle solution. Alors, le point, c'est que pour pouvoir bien résoudre ces cas, il faut travailler en équipe. Et là, c'est une des grosses caractéristiques parce que on veut que vous appreniez à travailler en équipe parce que dans la vraie vie, après la fac, eh bien, le travail se fait en équipe. Il est loin le temps où il y avait l'avocat d'un côté ou le juriste d'entreprise qui travaillait tout seul dans son coin. Ça, c'est fini et depuis longtemps. Et donc, vous allez devoir apprendre à travailler en groupe. On est beaucoup plus efficace parce qu'on peut réfléchir ensemble, on peut se répartir les tâches, on peut se challenger. Et donc, ça, c'est une des grosses caractéristiques qu'on n'a pas forcément quand on a les premières années de fac.
Et donc, ça, c'est un point vraiment fondamental. Alors, l'autre point, c'est que, et c'est je crois, une des particularités de Bordeaux, c'est qu'on a la chance d'avoir des professionnels de très haut niveau qui sont passionnés et qui donnent envie de découvrir un peu plus leur matière. Et ça, on a vraiment cette chance avec un panel extrêmement varié, que ce soit au niveau des entreprises, des avocats, donc des avocats bordelais, des avocats parisiens, des grands groupes sur Paris, et puis on a des gens de l'administration fiscale pour la partie fiscale, puisque évidemment, l'administration est un acteur majeur dans ce domaine et qui coopère avec nous et d'ailleurs qui prennent chaque année des apprentis. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc vous aurez des cas, plus ou moins, il y a même un tax game, il y a un legal game, où là vous allez devoir faire preuve de créativité, d'imagination, de rigueur, d'analyse, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, avec des cas qui sont pas faciles à résoudre, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui sont hyper challenging, hyper intéressants. Donc voilà en deux mots, sachant que vous l'aurez compris, euh, à partir du moment où on vous dit il y a énormément de professionnels de haut niveau qui interviennent, il y a beaucoup de cas à résoudre et donc beaucoup de préparation à faire. Donc autant vous dire que l'année de M2, vous ne pourrez pas avoir un travail en parallèle. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Le fait de bosser 22 heures au McDo, là, c'est plus envisageable. Et parce qu'il faut se consacrer full time pour pouvoir réussir l'examen. Voilà, en quelques mots. Je sais pas si tu veux rajouter, Florence. Oui, oui, très bien, merci Philippe. Alors pour prolonger ce que vient de dire Philippe, en réalité, l'avantage de l'apprentissage, c'est que vous êtes salarié, vous êtes à la fois étudiant et salarié. Donc l'apprentissage, les contrats commencent en septembre, donc jusqu'en septembre de l'année suivante, si vous avez bien écouté ce qu'a dit Philippe, voire décembre, si vous choisissez d'être sur un contrat de 15 mois. Et vous êtes payé, et c'est à peu près un peu moins de 1000 euros, un peu plus de 900 euros Oh, c'est un au peu plus, minimum. hein. Et souvent, c'est beaucoup plus dans les cabinets avec grandes entreprises, mais disons qu'au minimum, vous avez ça, ce qui fait que vous êtes payé. Et donc, ça simplifie quand même beaucoup, évidemment, votre vie étudiante. Et pour ceux d'entre vous qui êtes obligés de financer vos études, eh bien, l'avantage de l'apprentissage, c'est qu'à compter du Master 2, ce financement se fait automatiquement via le contrat d'apprentissage. Euh, Pareil, pour prolonger ce que vous avez expliqué, Philippe Oudneau, sur l'apprentissage, la recherche d'apprentissage se fait à partir du Master 1, mais vous n'êtes pas du tout livré à vous-même. Comment ça se passe? Nous, on a beaucoup de cabinets qui viennent nous voir en nous disant on veut reprendre un apprenti ou bien on veut prendre un apprenti pour la première fois parce que le DGCE de Bordeaux est quand même très connu, hein, on fait quand même partie des DGCE qui ont une bonne cote, on peut le dire, quand même dans le monde du travail. Nous avons l'un et l'autre un gros réseau professionnel. On a beaucoup d'anciens du DGCE de Bordeaux qui maintenant occupent des postes importants puisqu'il a été créé il y a une quinzaine d'années. Donc, on a quand même cette chance d'avoir beaucoup d'entreprises qui souhaitent recruter des apprentis et tous les étudiants trouvent des contrats d'apprentissage. Alors cette année, ils sont tous en apprentissage, hein, et l'année dernière, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas en contrat d'apprentissage, mais c'est tout simplement parce qu'ils voulaient une expérience professionnelle à l'étranger et on ne peut pas avoir des contrats d'apprentissage avec des cabinets ou des entreprises à l'étranger. Et donc, ils ont choisi plutôt un stage de 6 mois, 2 fois 3 mois. Mais c'était pour aller à Luxembourg ou au Maroc, pour ne prendre que ces deux exemples. Mais tous les étudiants qui souhaitent trouver un contrat d'apprentissage trouvent un contrat d'apprentissage d'abord parce qu'on met toutes ces offres à disposition des étudiants. Donc là, ils vont avoir les offres, on est en train de toutes les centraliser, on va leur faire passer un tableau à compter de la mi-février, hein. Donc ils auront toutes les offres auxquelles ils pourront candidater. On vous aide à faire vos CV. Philippe fait un petit cours sur comment faire son CV. On relit les CV, on relit vos lettres de motivation. Donc, vous n'êtes pas du tout livré à vous-même.
mais certains étudiants trouvent par eux-mêmes. Et ça, c'est très bien parce que ça élargit notre réseau. L'année dernière, on a des étudiants qui ont trouvé des contrats d'apprentissage Air Liquide, Carrefour, Orange ou que sais-je. Bah, c'est très bien parce que nous, ça permet, comme ça se passe bien en général, bah, ces entreprises nous disent, ah bah tiens, on voudrait recruter à partir de maintenant, chaque année, un apprenti qui vient de Bordeaux. Donc, c'est quand même un diplôme qui est très porteur parce que ce sera quand même assez confortable de ce point de vue, même si ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Voilà. Et puis ensuite, dans l'insertion sur le marché du travail, bon, c'est vrai que là, en général, quand on sort avec le DGCE de Bordeaux, bah, il y a évidemment zéro souci à se faire pour intégrer une grande entreprise ou intégrer un cabinet d'avocats, sachant qu'on a un certain nombre d'étudiants qui partent sur Paris, mais un certain nombre restent sur Bordeaux, parce qu'il y a quand même beaucoup de cabinets qui se sont implantés à Bordeaux, beaucoup de groupes, et il y a vraiment une demande de bons avocats sur Bordeaux, notamment en droit des affaires et notamment en fiscalité, hein, droit des affaires et fiscalité. Donc là, on commençait un petit peu à parler des débouchés, mais pour dire qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'investissements. Ce sont deux années très intenses, surtout la deuxième, mais à la clé, il y a quand même beaucoup de perspectives. Alors, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Donc, du coup, on va peut-être continuer. Pas de questions sur l'apprentissage. Alors, on arrive donc à la sélection. Vous recrutez combien d'étudiants en Master 1? On en prend en général 25. Mais certaines années, on a pu monter, on a pu aller jusqu'à 27, 28 parce qu'il y avait des dossiers où ça nous paraissait justifié, mais c'est 25 au minimum. Alors, on va commencer à vous parler de la sélection locale et la sélection nationale, parce que la particularité du réseau des JCE, c'est que euh, les étudiants de Bordeaux doivent candidater au DJCE de Bordeaux. Et s'ils veulent aller dans un autre DJCE, il ne faut pas qu'ils candidatent à Bordeaux. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ça veut dire que vous, si vous êtes étudiant à Bordeaux et que vous souhaitez intégrer le DJCE de Bordeaux, vous ne pouvez demander que le DJCE de Bordeaux. Et si vous voulez partir à Toulouse ou à Caen, il ne faut pas candidater à Bordeaux. Donc la sélection locale, chaque université recrute ses propres étudiants. Et puis, alors donc, il faut candidater sur la plateforme Mon Master. On reviendra après sur les critères et les conseils qu'on peut vous donner. Et vous aurez un entretien. On fait systématiquement un entretien. Donc, on fait une première sélection sur dossier. On convoque un certain nombre d'étudiants en entretien. Et on complète ensuite cette sélection locale par une sélection nationale, donc qui ne concerne que les étudiants qui ne sont pas originaires de l'Université de Bordeaux, qui à la fois vont candidater sur la plateforme Trouver mon master, mais on va les informer qu'il faut également qu'ils fassent une procédure sur le site de la FNDE, mais c'est très bien expliqué, il y a les liens. Donc il faut à la fois qu'ils candidatent sur la plateforme Mon Master et puis sur la plateforme de la Fédération nationale pour le droit de l'entreprise, hein, c'est la structure qui s'occupe des DJCE. Et nous, ça nous permet de compléter la sélection locale en allant chercher des étudiants qui viennent d'autres universités ou qui viennent d'universités dans lesquelles il n'y a pas de DJCE. Et là, c'est pareil, il y a une sélection sur dossier et un entretien. Et c'est vrai que chaque année, on a toujours quelques étudiants qui viennent de l'extérieur et c'est excellent pour tout le monde, hein, parce que nous, Philippe et moi, sommes convaincus par l'idée qu'il faut brasser un peu les choses, les gens, les expériences. Nous sommes pour la mixité sociale, culturelle, tout ce que vous voulez, parce qu'on trouve vraiment que c'est une forme d'enrichissement, hein. Donc, il y aura toujours des étudiants de Bordeaux et puis quelques étudiants qui ne viennent pas de Bordeaux. Alors, comme il y a des questions sur l'alternance, Philippe, tu veux peut-être y répondre avant que... Oui, Alors, volontiers. Alors, mais si ce n'est que comment sont réparties les alternances, je ne sais pas trop ce que ça signifie en réalité. les Euh, cabinets, c'est-à-dire les étudiants, dans quoi ils trouvent, je pense que c'est ça la question. Alors, je peux peut-être commencer d'un point de vue géographique, oui, puisqu'on a comment? fait quand même quelques Ah statistiques. oui, tout à fait. On a la moitié des étudiants à peu près qui sont en alternance sur Paris, un tiers sur Bordeaux, et le reste ailleurs en province ou dans les dom-toms, dans les collectivités d'outre-mer, puisqu'on a chaque année des étudiants qui partent à La Réunion, en Guadeloupe, à la Martinique, ou que sais-je. Voilà. Et puis sinon, en termes de structure, Philippe, je te laisse répondre. Oui, en termes de structure, bah, je crois que la majorité va dans les cabinets d'avocats. Alors, avec une répartition, je crois, maintenant, il y a un peu plus de... Et puis le reste en entreprise, sachant qu'on a quand même
l'année dernière 2 ou 3 ou 4 personnes qui sont dans l'administration fiscale, par exemple, hein. Où là, les stages sont hyper intéressants et surtout hyper valorisants pour les débouchés, pour ceux qui vont faire fiscaliste. Et donc, on a quand même une bonne partie des alternants, donc des étudiants, des alternants qui vont à Paris, région parisienne. Mais effectivement, avec le système de l'apprentissage et de la rémunération qui va avec, puisque sur Paris, dans les grands groupes et les gros cabinets, globalement, la rémunération, c'est 1 500 € par mois. Eh bien, ça permet effectivement de trouver sans trop de difficultés un logement pendant les périodes considérées. Donc voilà un petit peu comment ça se répartit, hein. Alors, la question suivante concerne le magistère, je vais y répondre. Comment s'articule le mois à Montpellier en mai-juin, enfin donc c'est le mois de juin, avec le même mois à Paris pour les étudiants du magistère? Alors, c'est une excellente question. La question ne se posera qu'à compter, c'est tout nouveau hein, qu'on accepte en magistère des étudiants qui veulent faire le DJCE. Donc, la question va se poser pour la première fois l'année prochaine, hein. Ben, on va articuler tout ça, hein. On va trouver des solutions. Là, on n'a pas encore pris le problème à bras le corps, mais on va le faire. Peut-être que pour les étudiants du DJCE, le magistère sera un petit peu allégé, hein, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses avec le DJCE. On va voir, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez en plus pour les étudiants du magistère les 3 diplômes DJCE et le diplôme du magistère, mais pour l'instant, on n'a pas encore complètement vu comment on articulait tout ceci. Alors la question Ça fera un suivante, superbe CV hein, pour ceux qui ont magistère plus les 3 diplômes des JCE. oui, ouais, c'est pas mal. Alors la question suivante est pour moi aussi parce que j'ai pas été assez claire et merci de poser la question. Cela veut-il dire qu'on ne peut pas candidater au niveau national sur plusieurs DJCE en incluant celui de Bordeaux? Si vous pouvez tout à fait demander tout de suite, hein, je sais pas moi, Bordeaux, Toulouse et Caen. Simplement, si vous êtes pris à Bordeaux, vous ne pourrez plus aller dans un autre DJCE, c'est-à-dire que vous n'irez pas à la sélection, vous n'irez pas aux sélections pour la sélection, aux entretiens pardon pour la sélection nationale. Si vous êtes pris à Bordeaux, vous resterez à Bordeaux. Si vous voulez à tout prix aller ailleurs, faut pas candidater à Bordeaux. Voilà, hein, j'espère que. Est-ce que la personne qui a posé la question peut me dire si ma réponse était claire ou pas? Ok, bon, ben, je pense que c'est bon. Alors là, la question suivante, je ne comprends pas. Alternance au sens que le premier choisit en premier ECT. Bon, là, il faut reposer Oula. votre question parce qu'on ne comprend pas. Alors, peut-être que je te laisse répondre à la question suivante, Philippe. Parce Oui, que j'ai... alors il s'agit stricto sensu d'un contrat d'alternance, hein. Il s'agit stricto sensu d'un contrat d'alternance, hein. Donc, avec effectivement les subventions qui vont avec pour les employeurs, hein. Donc, le terme générique étant apprentissage au demeurant, mais il s'agit d'un contrat d'alternance. Alors, si on nous dit oui pour Bordeaux, nous sommes donc tenus d'accepter. Oui, c'est ça, hein. Si vous êtes pris à Bordeaux, vous ne pourrez pas aller dans un autre DJCE si vous avez demandé Bordeaux et si vous êtes accepté. Alors, est-ce que les masters de droit des affaires à La Réunion, Guadeloupe, Outre-mer sont mal vus sur le marché du travail? Alors, je vais vous parler, je vais vous répondre de façon très, très franche, hein. Alors, moi, quand il y a quelques années, j'ai été en poste à la Guadeloupe et c'est moi qui ai créé ce qui était à l'époque le DESS de droit des affaires, hein, qui est maintenant le Master 2 de droit des affaires à la Guadeloupe. Alors, je ne dis pas qu'ils sont mal vus sur le marché du travail, mais ce sont quand même des facs qui sont plutôt petites, hein, et donc, comme la même chose que pour les facs en métropole, voilà, ça ne veut pas dire qu'ils sont mal vus, mais en tout cas, c'est pas évidemment la notoriété, la réputation et peut-être même le niveau des meilleurs diplômes en droit des affaires. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais voilà, ce ne sera pas du tout c'est pas la même chose, voilà, que d'avoir des diplômes dont la réputation est beaucoup plus importante. Et ce que je dis là pour l'outre-mer veut évidemment pour les diplômes d'un certain nombre de facs beaucoup moins importantes de province. Ce qui signifie que si vous avez un bon dossier, peut-être est-il plus intéressant. Enfin, c'est vous qui voyez. Si vous voulez retourner un an dans votre île, c'est merveilleux. Je ne vais pas vous dire le contraire, hein, c'est extraordinaire et faites-le, hein. Mais vous pouvez aussi vous dire, bah, je demande Bordeaux et puis je me trouve une alternance à La Réunion ou dans mon île, hein, comme ça j'y retourne et c'est très bien. Et je vous dis, on a quand même pas mal d'étudiants hein, qui le font chaque année et c'est formidable pour eux, hein. Alors,
Je n'ai pas la possibilité de suivre les matières dispensées en L3 droit Ah, privé. Alors, ah. oui, ça nous arrive assez régulièrement de prendre des étudiants qui ont fait la L3 à l'étranger. Et on a déjà pris des étudiants qui avaient fait le parcours droit anglais de Bordeaux, droit français, droit anglais de Bordeaux, avec un grand succès. Les étudiants s'en sont très bien sortis parce que nous, notre idée, c'est qu'un bon étudiant, bah, il va rattraper, il fera l'effort pour rattraper les matières qu'il n'a pas fait. Donc, c'est pas du tout handicapant pour nous d'avoir une expérience à l'étranger. Et comment on pourrait dire, Philippe, que c'est handicapant d'avoir passé un an à parler l'anglais à l'étranger? C'est forcément un plus et donc pour nous, c'est pas du tout rédhibitoire. À charge pour les étudiants quand ils sont pris. Et là, on passe un contrat avec eux, hein, des fois même on vérifie, bah, qui travaillent toutes les matières de droit français, le droit des sociétés, le droit fiscal, qui sont absolument indispensables pour réussir son année de Master 2. Oui, là, je pense que sur ce dernier point, on est quand même très exigeant, hein. Et parce que autant, effectivement, parler anglais, c'est un plus incontestable. Enfin, je veux dire qu'on est bilingue, c'est très bien. Mais par contre, ne pas avoir les bases d'un certain nombre de matières de droit, c'est très handicapant, hein. Donc là, lorsqu'on prend l'étudiant, on tient à s'assurer d'une manière ou d'une autre que effectivement les engagements pris lors de l'oral, bien que ces engagements sont bien respectés. Voilà, pour le dire de manière claire. Alors, question suivante. J'aimerais savoir si le master droit des affaires et fiscalité permet de se spécialiser en fiscalité, mais aussi dans d'autres domaines comme le droit du travail. Alors, la réponse est oui, hein, puisque vous avez des enseignements de droit social. La dominante droit du travail dans le DGCE est pilotée par Gilles Ozero, hein, qui est un professeur très, très connu. On a de la chance en droit du travail, qui a beaucoup de contacts et de réseaux. Je dois dire, Philippe, que chaque année, on a des offres d'apprentissage de cabinets qui veulent recruter des étudiants qui n'ont pas un cursus droit du travail, mais qui ont un cursus droit des affaires avec une spécialisation en droit des travail, et qu'en général, ces offres ne sont pas pourvues. Donc, quelqu'un qui vient au DGCE de Bordeaux en s'intéressant au droit social, je pense que Philippe, toutes les portes lui sont ouvertes. Qu'en penses-tu? Ben, alors, je rebondis parce que, à titre personnel, j'ai fait, quand j'étais tout petit, le DJCE à Montpellier et j'ai commencé par faire mon stage dans le plus grand cabinet de droit du travail de l'époque. Et je suis orienté ensuite je suis devenu avocat fiscaliste. Donc, vous voyez qu'on peut effectivement faire les deux. Et pour reprendre sur ce que dit Florence, c'est vrai que chaque année, on a des offres d'apprentissage en droit du travail. Donc là, il n'y a vraiment pas aucune difficulté. Au contraire, on est largement sollicité pour envoyer des alternants dans des cabinets spécialistes de droit du travail, hein. Alors, question suivante. Donc, vous êtes en L2. Quelle licence 3 préconisez-vous afin d'acquérir les bases? Alors nous, on va vous préconiser évidemment la licence droit de l'entreprise, hein, puisque pour faire du droit des affaires, un master en droit des affaires, eh ben, c'est quand même bien d'avoir une licence droit des entreprises. C'est là que l'essentiel du vivier, hein, vient de la L3 entreprise. Il peut nous arriver évidemment de prendre des étudiants qui viennent de la L3 droit privé, à condition donc qu'ils aient pris quand même les matières de droit des affaires, puisque L3, droit privé, vous avez beaucoup de choix, hein. Donc si vous prenez les options en droit des affaires et les TD droit des affaires, ça peut fonctionner aussi. À la marge, il peut nous arriver de prendre des étudiants qui viennent de la L3 judiciaire ou d'autres L3, mais c'est beaucoup plus rare parce qu'il leur manque quand même un certain nombre de prérequis, hein. Donc c'est évidemment la L3 entreprise, même si ça n'est pas exclusif, c'est évidemment que vous conseille de faire. Vivement quand même, hein, parce que c'est Très, vraiment très très à la vivement. marge, hein, très à la marge, Ouais, hein, ouais. hein. Alors, deux questions suivantes. Le bon dossier, on y reviendra après, c'est les critères de sélection. Je prends la question suivante et Philippe fera celle d'après. Y a-t-il une ouverture dans le domaine international au sein de ce master? Oui, puisqu'en cours de master 1, vous avez des enseignements, vous avez la possibilité de suivre des enseignements de droit international, droit du commerce international. En M2, il y a aussi une ouverture sur l'international avec bah, déjà la
pratique de l'anglais, hein, qui est évidente. Et puis, je vous disais la possibilité, alors non pas de faire une alternance à l'étranger, parce que ça, c'est pas possible, mais de faire des stages à l'étranger. Donc oui, il y a une ouverture sur l'international, même si c'est pas un diplôme international, hein, mais il y a une ouverture sur l'international. Et puis, bien sûr, dans toutes les branches du droit, vous ferez de l'international. Fiscalité, bah, vous ferez beaucoup de fiscalité internationale, hein, droit des contrats, droit européen, droit des sociétés, pardon, bah, vous ferez du droit européen des sociétés, du droit international des sociétés. Donc oui, il y a une forte dimension internationale qui, de toute façon, aujourd'hui est indispensable compte tenu de la mondialisation, quel que soit le parcours, et dans un parcours de droit des affaires tout particulièrement. Alors, sur l'autre question, il est clair que les deux périodes d'alternance doivent se faire chez le même employeur et avec le même maître d'apprentissage, parce que le but, c'est d'avoir une véritable immersion. Là, le but n'est pas de papillonner en disant je regarde un petit peu là, je vais là. Non, vous êtes véritablement salarié de l'entreprise pour une période minimum de 6 mois, voire 9 mois. Et donc, la première période, vous découvrez le monde de l'entreprise ou du cabinet, etc. On vous donne déjà des dossiers, hein, très clairement, mais la deuxième période, vous êtes vraiment dedans, hein. Vous êtes vraiment dedans. Donc, c'est effectivement chez le même employeur. Alors, la formation d'un mois à Montpellier se fait-elle chaque année ou seulement en M2? C'est simplement en Master 2, hein, puisque la première année de Master, c'est une année classique qui se termine avec les examens à la fin des examens au printemps. Alors, la question suivante concerne la sélection. Donc, je pense qu'on va aborder maintenant toutes les questions de sélection. Je commence et puis je laisse ensuite Ouais. Philippe complétera. Alors, nous, ce qu'on aime avec Philippe, quand on pratique la sélection, alors d'abord, c'est d'avoir des bons étudiants et on vous dira ce qui est pour nous un bon étudiant. Mais on ne teste pas que ça, on ne s'intéresse pas que ça. Parce qu'une bonne promotion, c'est aussi une promotion de gens qui ont une bonne mentalité, qui s'entendent bien et qui travaillent bien ensemble. Donc, on essaie de, alors vous allez me dire sur un entretien c'est difficile, mais on essaie de voir aussi dans l'entretien quelle va être votre motivation, parce que vous l'avez vu, c'est 2 années très intenses. Donc, il faut pouvoir tenir le choc, il faut être capable de beaucoup travailler. Alors, si vous n'avez jamais travaillé beaucoup, c'est pas grave, vous allez peut-être vous réveiller, mais en tout cas, nous, on veut des gens dont on sent qu'ils ont le potentiel à la fois d'un point de vue académique, mais aussi d'un point de vue humain, pour bien pouvoir réussir leur master et avoir les bonnes qualités. Et j'insiste beaucoup, nous, ce qui compte pour nous, c'est la bonne entente entre les étudiants, la solidarité, le dynamisme. Voilà, cette année, on a une promotion extraordinaire qui fait plein de choses, qui travaille beaucoup. Et nous, c'est ce qu'on veut et c'est aussi ce qui nous intéresse. Voilà, il y a le juridique, mais pas que. Et d'ailleurs, vous verrez que quand vous serez recruté, les employeurs ne vous recrutent pas que sur votre niveau de mention ou votre niveau juridique, parce que les qualités personnelles sont très importantes. L'aptitude à travailler en équipe, le fait d'avoir une bonne mentalité, le fait d'être solidaire, hein, tout ça, ce sont des choses qui comptent énormément. Alors, cela étant dit, notre premier travail, c'est une étude du dossier. Donc, on va regarder les mentions. On va regarder aussi les notes à l'écrit, parce que quelqu'un qui aurait eu une mention parce qu'il a fait 4 QCM à 20, ça nous intéressera, et qui aura eu des très mauvaises notes à l'écrit, ça nous intéressera peut-être moins qu'un étudiant qui a eu des bonnes notes à l'écrit et en TD, et qui n'a pas eu sa mention que par des petites matières passées en QCM. Donc, on a une analyse assez fine des dossiers pour essayer d'évaluer votre niveau. C'est pas parce qu'une fois il y a une mauvaise note qu'on rejette le dossier, c'est pas parce qu'une année il n'y a pas eu de mention qu'on rejette le dossier. C'est vraiment, on a quand même l'habitude, hein, on passe beaucoup de temps sur les dossiers pour essayer de voir à partir du dossier quel est le potentiel. Donc, c'est le niveau quand même académique, les mentions. Alors, quand je dis mention, c'est pas nos étudiants n'ont pas eu mention très bien tous les ans, hein, loin de là. Ça, c'est vraiment l'exception, hein. La plupart des étudiants recrutés en DJCE, je parle sous ton contrôle, Philippe, ils ont eu, bon, on va dire quand même à minima 3 mentions à bien. Une année, s'il y a eu un problème particulier qui explique qu'il n'y ait pas eu de mention, des problèmes médicaux, des problèmes familiaux, ça, on peut le comprendre, hein. Alors, on ne regarde pas les résultats du semestre 6 parce qu'ils vont intervenir trop rapidement par rapport au calendrier. Donc, c'est-à-dire que pour la L3, on ne tient compte que des résultats du premier semestre, hein, ce qui est dommage parce que c'est quand même mieux d'avoir toute l'année. Mais là, le calendrier cette année fera que je crois que mécaniquement, on ne pourra pas regarder les résultats du semestre 2. Voilà, donc on essaie d'apprécier le niveau académique du dossier. Dans vos CV, on regarde aussi les autres expériences.
On regarde le niveau d'anglais, mais c'est pas rédhibitoire, hein, on vous demande pas d'être bilingue quand vous arrivez en Master 1. Par contre, on regarde ça et puis surtout, on vous demande de très bien parler anglais quand vous quittez notre M2. Et on met aussi des moyens en œuvre pour améliorer votre niveau d'anglais. Mais c'est sûr que si vous avez un très bon niveau d'anglais, bah, c'est un plus, incontestablement. Les plus du dossier, on est très attentif à tous vos autres centres d'intérêt parce qu'on cherche à recruter, nous, des gens passionnés. Et quand on est passionné par le droit, mais c'est déjà bien quand on a aussi d'autres passions. Donc les gens qui ont un très bon niveau de musique, ou un très bon niveau sportif, ou qui ont vraiment beaucoup, beaucoup voyagé. Ça, c'est intéressant. Donc dans vos CV, n'hésitez pas à mettre tout ce qui fait votre singularité, à condition que ce soit probant. Voilà, hein. Si vous nous dites j'aime la cuisine, ça veut dire quoi aimer la cuisine? Et on va vous cuisiner sur ça, hein. J'aime la littérature. Ne mettez pas des formules toutes faites. Essayez de voir ce qui chez vous est une passion, ce qui fait votre force. Ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être l'art, ça peut être le cinéma, ça peut être la littérature, ça peut être les voyages, ça peut être l'associatif, le caritatif, ce que vous voulez. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a eu un vrai investissement. Voilà. Les gens touchent à tout, qui font plein de choses, bon, c'est très bien, hein. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est aussi des gens dont on sent qu'ils ont été capables de s'accrocher, de travailler dur pour arriver à quelque chose, à un certain niveau, hein, d'excellence ou de connaissance. Donc, dans vos CV, n'hésitez pas à l'indiquer. Dans la structuration de vos CV, je vous le dis, faites simple, hein, faites des choses sobres, simples. Une première partie formation, donc vous expliquez les résultats que vous avez eus, première année, bac, première année, deuxième année. Vous commencez par l'année de L3, puis ensuite vous descendez. Donc ça, c'est la formation. Si vous avez d'autres certifications en numérique, en langue, bah, vous pouvez évidemment en faire état, hein, si vous avez passé le diplôme de Cambridge ou que sais-je, ou les Land School, enfin bon, tout ce que le TOEIC, le TOEFL, ça vous pouvez l'indiquer. Ensuite, autre expérience professionnelle. Donc là, vous indiquez si vous avez fait des stages, mais on est quand même conscient que vous êtes en L3, vous n'avez pas forcément fait beaucoup de stages, que même si vous avez fait des stages, ce sont quand même, et c'est bien naturel, des stages d'observation. Donc s'il y a des stages, c'est bien, mais c'est pas rédhibitoire. On prend régulièrement des étudiants qui n'ont pas fait de stage, ils auront le temps d'en faire en Master 1 et en Master 2. Hein. Donc ne vous auto-censurez pas en disant j'ai pas fait de stage, je ne serai pas pris. Si vous avez fait des stages, c'est bien, mais ce n'est pas une condition indispensable. En revanche, si vous avez une expérience professionnelle, notamment les jobs d'été, vous l'indiquez. Et là, je vais peut-être sur les expériences professionnelles te laisser la main, Philippe, pour que tu expliques à quel point c'est important et qu'est-ce qu'on regarde dans les CV à cet égard. Et pourquoi le Ouais, fait d'avoir bossé l'été, c'est important, quoi, même si ce n'est pas dans un cabinet d'avocat. oui, je pense que sur le CV, il y a deux choses qui me semblent importantes. D'une part, l'expérience professionnelle, j'y reviens dans un instant, et d'autre part, les centres d'intérêt. Expérience professionnelle, parce que ça signifie que vous avez dû mouiller la chemise et être confronté au milieu du travail, et peu importe que ce soit dans un cabinet d'avocat ou pas. Je pense que c'est important de montrer que vous avez réussi à faire un mois, 2 mois pendant les jobs d'été. Ça, pour nous, c'est un élément important. Et puis, je reviens un instant sur les centres d'intérêt qui, pour nous, permettent d'affiner un petit peu votre personnalité. Parce que quand vous avez moult candidatures avec mention, après, il n'y a que 25 à 27 personnes qui vont être prises. Donc, on va sélectionner sur quoi? Sur votre personnalité. Le fait de mentionner les centres d'intérêt permet d'entrevoir un peu plus facilement ce que vous êtes. Alors, à contrario, et ce que disait Florence, surtout, ne mettez pas des centres d'intérêt qui ne sont pas des véritables centres d'intérêt. J'ai toujours en tête un candidat qui mettait qu'il faisait du jogging ou de l'athlétisme, etc. Et lorsque j'ai commencé à l'interroger sur en pratique ce qu'il faisait, combien de temps il courait, en combien de temps, etc. Et je me suis aperçu que oui, en fait, c'était de la flûte ou du pipeau, etc. Et donc là, pour le coup, ça décrédibilise complètement la candidature. Et donc, on passe au suivant. Donc, il faut vraiment mettre ce que vous aimez et ce que vous avez pratiqué, quoi. Parce que une chose est d'aimer, mais une deuxième chose est de pratiquer. Et on va vous, à l'évidence, vous interroger là-dessus lors de l'entretien oral. Donc voilà.
Merci Philippe, c'était important d'entendre tout ça. Lorsque vous sélectionnez les étudiants, vous limitez-vous à un nombre maximum pour les étudiants venant du magistère droit des affaires et fiscalité? Alors pour les étudiants du magistère, vous pouvez choisir un certain nombre de parcours, dont le DJCE, mais pas que. Alors tous ceux qui demandent le DJCE ne sont pas forcément pris en DJCE hein, du magistère, parce qu'on regarde quand même par rapport aux autres, au niveau des autres étudiants. Mais on en prend un certain nombre. Cette année, si vous avez un bon dossier et que vous demandez le magistère, ben on vous prendra. Hein. Mais on tient compte donc si on peut dire les choses un peu simplement pour les étudiants du magistère, je crois qu'on n'a jamais vu ou rarement vu un étudiant du magistère qui n'était pas pris dans un M2, que ce soit le DJCE, fiscalité des affaires et du patrimoine, contrat d'affaires et droit du marché, ou bien droit de la vigne et du vin. Et d'ailleurs, on vous demande premier choix, deuxième choix, troisième choix. Vous n'avez pas forcément votre premier choix, parce qu'on tient compte effectivement d'un certain nombre de critères. Le fait d'être en magistère, je crois que sauf accident industriel ou manque total de motivation, on a eu très très rarement le cas. Vous avez des bons dossiers, donc vous serez pris quelque part. Et nous, en DJCE, on en prend un certain nombre, mais on ne peut pas forcément prendre tout le monde. On tient compte évidemment du niveau, hein, et notamment du niveau des autres des étudiants, parce qu'il ne faut pas que ce soit au détriment des autres bons étudiants qui demandent le DJCE. Mais je pense que l'année dernière, en tout cas, vous discuterez avec vos camarades, ça s'est bien passé, et que ceux qui avaient demandé le magistère avaient quand même des bons dossiers, et qu'en fait, que ceux qui avaient demandé le DJCE avaient des bons dossiers, et qu'à une ou deux exceptions près, on les a pris. Alors, est-ce que c'est mal vu dans la sélection de redoubler sa L3 volontairement pour se réorienter dans un autre parcours en ayant de meilleurs résultats? Alors, je dirais que c'est peut-être une stratégie un peu risquée, quoique ça dépend. Philippe Oudonneau et moi-même ne sommes pas allergiques au redoublement. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé de prendre des étudiants qui avaient redoublé parce qu'ils avaient une bonne raison pour ça. Hein. On peut avoir des accidents de parcours. Nous, on ne tient pas à recruter que des premiers de la classe qui ont un parcours ultra linéaire avec des gens qui se ressembleraient tous. Non, non, nous, on aime bien la diversité. Donc, quelqu'un qui a redoublé, pourquoi pas, si sur la suite, il montre hein, que vraiment, c'était qu'un accident et qu'il a le potentiel pour aller très loin. Donc, dans votre cas, ça peut être si vos résultats sont très faibles et vous vous dites, j'ai aucune chance d'être pris en master. Pourquoi pas redoubler pour renforcer tout ça. Mais sachez quand même qu'il y a il y a des gens qui font la sélection en Master 2 qui, par principe, ne prendront jamais des gens qui ont redoublé. Hein. Donc, ça peut être peut-être un choix dangereux. Ça, c'est Ah peut-être oui. plus des questions. Voilà, n'hésitez pas à venir m'envoyer un message Internet. Je regarderai votre dossier. Je vous dirai ce que j'en pense, peut-être avant de prendre la décision, hein, parce que c'est quand même peut-être un peu risqué. Donc, ça, on pourra Alors, peut-être en si, reparler. pardon, Florence, si je comprends la Vas-y. question, c'est je redouble de manière volontaire, là, pour le coup. Je suis en licence, je ne sais pas quoi, et finalement, je vais faire une licence droit de l'entreprise pour essayer d'incorporer ou d'intégrer plus exactement le Master 1. Donc, là, tout dépend effectivement du parcours académique aussi. Hein, quels auraient été vos résultats sur la première licence qui n'est pas droit de l'entreprise et quelles seront vos notes en S5 lorsque vous aurez redoublé? Et puis, est-ce que vous allez faire autre chose pendant cette année-là, puisque ça sera quand même plus simple? Donc, là, ça va être du cas particulier. Mais Oui. pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est du cas particulier. Oui, absolument. Peut-être quelques mots sur la lettre de motivation, puisqu'on a parlé un petit peu du CV. La lettre de motivation, on les lit, hein, on y attache de l'importance, donc ne bâclez pas ça. Cette lettre de motivation doit être synthétique, c'est une page verso, je veux dire, si c'est recto verso, on ne lira pas, hein, tu es d'accord Philippe? Donc soyez synthétique, une seule page, il faut que ce soit bien rédigé, vous comprenez bien que s'il y a des fautes d'orthographe et des fautes de français à chaque phrase, on n'aura pas très envie de vous prendre. Donc, faites-vous relire par quelqu'un, même qui n'est pas juriste, mais dont vous pensez qu'il a une bonne orthographe. Ne faites pas faire vos lettres de motivation par ChatGPT et autres. Il faut qu'elles soient personnelles. S'il y a des formules toutes faites et creuses, ça va nous ennuyer et on ne lira pas. Hein. Donc, la lettre de motivation, elle doit vous ressembler. Elle doit montrer, alors c'est un petit peu abstrait ce que je dis, mais elle doit vous montrer ce que vous avez fait jusqu'à présent, ce que vous voulez faire plus tard et du coup pourquoi notre parcours vous intéresse. Il faut qu'on comprenne la logique et la cohérence de cette inscription. Voilà, pourquoi vous venez. Alors, c'est pas la peine de vous dire vous êtes des professeurs merveilleux, je ne connais que vous,
on a lu tous vos Hum. ouvrages, ça marche pas du tout. Soyez sincères. Essayez de montrer vraiment ce qui vous intéresse dans ce diplôme et pourquoi vous avez vraiment envie de l'intégrer. Voilà. Après, ne vous mettez pas trop la pression sur la lettre de motivation. On a déjà recruté des étudiants dont la lettre de motivation était absolument épouvantable, en se disant, ben, on va leur apprendre, hein, ça fera partie de notre mission de leur apprendre comment on fait un CV, une lettre de motivation. Mais voilà, hein, essayez que ce soit simple, synthétique, clair, qu'on comprenne ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, et que cette lettre montre un petit peu ce que vous êtes. Mettez en avant les particularités de votre dossier, des expériences. Si vous avez eu, par exemple, un grave problème de santé qui fait que vous avez redoublé, qu'il y a une année qui était moins bonne, vous pouvez le dire. Alors, il y a des responsables de M2 qui ne veulent pas du tout qu'il y ait d'aspect personnel. Nous, on préfère comprendre, hein. Un bon dossier avec un redoublement, ben, autant nous expliquer pourquoi, hein. J'ai fait la fête pendant un an, on peut l'entendre, hein. C'est pas grave si après on arrive à se récupérer, hein. Donc, on préfère comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir évaluer votre dossier. Non, j'ai ça parce qu'on a des très bons étudiants qui n'ont pas fait grand-chose au début, puis qui se sont réveillés, puis qui après ont mis le turbo, hein. Donc, Ça, ouais. faut pas avoir des idées toutes faites, hein, sur le bon profil. Donc, on essaie, voilà, je dis ça, on essaie vraiment, on passe du temps sur les dossiers et on essaie vraiment d'avoir une lecture fine et globale du dossier. Mais pour ça, il faut que ce soit clair, bien présenté et bien structuré. Il y a des CV, on ne comprend rien, ça part dans tous les sens. On se dit, oh là là, est-ce qu'on va partir 2 ans avec cette personne? Si elle n'est pas capable de faire un CV qui est clair, qu'est-ce que ça va être quand on va faire du droit un peu compliqué, hein? Donc, il faut mettre toutes les chances de votre côté en faisant des choses claires, synthétiques et structurées. CV en anglais, c'est résumé, hein. Ça, je le prononce pas en anglais, mais c'est ça se dit comme ça, donc ça, c'est assez parlant. Et on va peut-être aborder Florence et débouchés là rapidement. Oui, je réponds à la dernière question. Pardon. Pour les étudiants étrangers qui ont fait un master à l'étranger, qui ont repris la L3 à Bordeaux, pensez-vous que ce serait intéressant de mettre les résultats de ces années? Oui. Alors, soit vous le mettez dans le dossier en pièce complémentaire, soit vous le mettez dans votre CV en tout cas, hein. Dans votre CV, vous pouvez évidemment dire, on a souvent le cas, hein, des étudiants qui ont fait un master 1, alors en Afrique ou en Asie, puis qui ensuite reviennent en L3. Et mettez-nous évidemment les résultats que vous avez eus dans vos précédentes études, hein. Ça peut être des parcours intéressants, hein. Et j'ajoute, tous ceux d'entre vous qui ont une origine étrangère ou une culture étrangère, c'est un plus, hein. Vraiment, c'est un plus parce que, voilà, que ce soit la culture arabe, africaine, asiatique, sud-américaine, ça va intéresser ensuite des employeurs qui vont chercher des bons étudiants formés en France, mais qui ont la double culture et qui connaissent bien une autre culture, hein. Donc ça, c'est un plus. Il faut ne pas du tout vous dire que c'est un handicap, hein. C'est vraiment un plus dans votre cursus et évidemment, vous pouvez le mettre en valeur en indiquant, par exemple, les résultats obtenus à l'étranger. Philippe, les débouchés? Ouais, peut-être juste un mot. Vous aurez compris que grâce à l'alternance, vous avez beaucoup plus de chances et en pratique, il n'y a pas de difficulté. Vous trouverez du travail là où vous le souhaitez, soit dans une grande entreprise, soit dans un cabinet d'avocats, à la condition, bien évidemment, d'avoir obtenu l'examen d'accès. Je voudrais juste insister sur un point, c'est que évidemment, le monde du travail, vous allez être confronté et les employeurs ou les services RH vont recevoir moult candidatures pour un poste. Et je tiens à signaler que parmi le réseau des JCE, où il y a 11 centres, eh bien, il n'y a que Montpellier et Bordeaux qui ont choisi le système de l'alternance. Et ça, c'est un énorme plus pour les employeurs, parce que d'avoir travaillé 9 mois dans un cabinet d'avocats et ensuite de postuler dans le même cabinet d'avocat ou un autre cabinet d'avocat, eh bien, évidemment, ça fait presque un an d'expérience. Et donc ça, c'est extrêmement valorisant et surtout très différenciant par rapport à la plupart des masters de droit, puisque même si on prend indépendamment du réseau des JCE, mais Dieu sait que le réseau des JCE est important pour trouver du travail, eh bien, vous n'avez pas beaucoup de masters qui sont en alternance, hein. Donc ça, c'est un énorme plus ce qui fait que en réalité, à la sortie, vous n'aurez pas de difficulté pour trouver du travail, mais quelque part, c'est la contrepartie d'un investissement qui va être lourd de votre part pendant 2 ans. Donc, mais voilà.
il y a une récompense, et donc la récompense est celle-là, en pratique. Bon, sans parler des petites soirées montpelliéraines lors du certificat. Donc voilà. En termes de métier, bah, les débouchés sont très larges puisque c'est généraliste, hein. Donc Oui. ça peut être avocat, donc en corporate, en fusion-acquisition, en droit des sociétés, en fiscalité, en contentieux, en droit du travail, en droit des contrats, donc c'est très large, hein, en propriété intellectuelle. Bon, on a beaucoup d'anciens étudiants qui sont dans des directions juridiques ou des directions fiscales. Certains ont rejoint des cabinets, mais c'est beaucoup plus rare, d'expertise comptable. On a un certain nombre d'étudiants, on est très fiers, qui ont passé les concours de l'administration fiscale, qui ont été pris et qui ont été directement intégrés à la DVNI, hein, Direction nationale de vérification des entreprises, hein, qui est vraiment la brigade de contrôle d'élite qui contrôle tout le CAC 40. Donc voilà, il y a beaucoup de débouchés, en fait, tous les métiers du droit des affaires, encore une fois, parce que le DGCE est très large et c'est pas du saupoudrage, c'est-à-dire que vous êtes bon partout. Et ça, les employeurs le savent. Ils savent que même si vous venez fiscaliste, ben, vous connaissez le droit de la concurrence, le droit du travail, etc. C'est l'aspect couteau suisse, hein, du DGCE qui fait vraiment la force de ce diplôme, même si après vous décidez de vous spécialiser évidemment dans une branche du droit des affaires plus spécifique. Alors je ne sais pas En si vous fait, avez... Oui, vas-y, pardon. pardon. Juste, je voulais dire, pour revenir sur le généraliste spécialiste, le diplôme, euh, vous participez à une opération de fusion-acquisition, très bien, vous êtes spécialiste de corporate, vous devez pouvoir dire que, attention, il y a peut-être un problème en droit de la concurrence, et c'est pas vous qui allez résoudre le problème en droit de la concurrence, mais par contre, vous allez le signaler, et de sorte que l'attention va être portée dessus. De même en droit du travail, en disant attention, il y a des informations consultations à effectuer, c'est nécessaire, un avis préalable, etc. Donc, dans les autres matières qui ne sont pas votre domaine de spécialité, on vous demande d'avoir un certain nombre de réflexes, en fait, de pouvoir alerter en disant attention, là, je pense qu'il va y avoir une difficulté, en tout cas, il faut vérifier, regarder, etc. Voilà un petit peu ce qu'on attend de votre part. Merci Philippe. Alors, il n'y a plus de questions. On va vous inciter à vous tenir au courant. Vous pouvez aller voir sur LinkedIn, hein, la page sur le DJCE de Bordeaux. Allez voir le site de l'association des étudiants, hein, qui font plein de choses. Il y a plein de belles photos. Les étudiants, la promotion actuelle de Master 2 va organiser une rencontre, hein, avec les étudiants intéressés de L2 et de L3. Alors, je ne sais pas comment l'information vous sera communiquée, mais nous, on essaiera de la relayer. Je crois qu'ils ont prévu soit une réunion ou un after-work. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, mais ils ont prévu plein de choses pour vous informer. Restez en contact, posez des questions aux étudiants, hein, vous avez beaucoup de moyens de les joindre. Euh, Si on trouve une alternance en juriste d'affaires générales, pensez-vous qu'on peut aussi foncer? Bah oui, vous pourrez foncer. C'est Ah, curieusement oui. exprimé, mais oui, oui, bien sûr, ça fonctionnera très, très bien. Voilà, nous, on reste à votre disposition si vous avez des questions spécifiques auxquelles nous n'aurions pas répondu. Et on vous souhaite bon courage pour la suite et puis une très bonne continuation à tous. Bon Au revoir. courage. Au revoir.